Bonjour à tous. Alors, Alban Gervaise, pragmatisé, dirons-nous, devant une école catholique à Marseille. Mohamed L. échappe à la justice. Évidemment, déclaré pénalement irresponsable, comme d'habitude. Mise à jour, l'épouse d'Alban, Christelle, se pourvoit en cassation. On voit ça tout de suite. Alors, donc en effet, on va voir ce qui s'est passé. On va ouvrir l'article. Donc, Alban Gervaise, pragmatisé devant une école catholique à Marseille, Mohamed El échappe à la justice, déclaré pénalement irresponsable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le combat se poursuit pour l'épouse. Alors, attendez. Est-ce qu'on n'a pas la première version de l'article? On n'a pas la première version. On a la mise à jour. Donc, le combat se poursuit pour l'épouse d'Alban Gervaise, un médecin militaire de 40 ans, à mort devant une école catholique à Marseille en mai 2022. Christelle Gervaise a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 25 juin, déclarant Mohamed El, le meurtrier de son mari, pénalement irresponsable, a appris le Figaro. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, c'est le moment d'y remédier. Elle a été un de plusieurs coups de couteau devant une école à Marseille en mai 2022. Ce mercredi 25 juin, son meurtrier vient d'être déclaré pénalement irresponsable et n'effectuera donc pas de peine de prison. Voyons ça. Papa ne va pas en... Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? On est aussi condamné à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed El, qui avait tué Alban Gervais en 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école Sévigné, est passé à l'acte de nouveau. Votre époux, Alban Gervais, a été tué de plusieurs coups de couteau devant une école à Marseille en mai 2022. Ce mercredi 25 juin, son meurtrier vient d'être déclaré pénalement irresponsable et n'effectuera donc pas de peine de prison. Pouvez-vous nous raconter comment l'agression s'est produite? Le 10 mai 2022, vers 18h15 à peu près, je commence quand même à m'inquiéter parce que je ne le vois toujours pas arriver. Un petit peu plus tard, je suis appelée par l'école qui m'explique qu'Alban a été agressé devant l'école et qu'il faut que je vienne rapidement. Et c'est là qu'il va m'annoncer que c'est une attaque au couteau. On allait voir un autre policier qui nous a dit qu'Alban était parti avec le SAMU. Le professeur de réanimation qui est de garde ce soir-là va m'expliquer effectivement qu'Alban a fait plusieurs arrêts cardiaques déjà, qu'il y a une plaie du cœur. Bon, là, je comprends que c'est terminé, probablement, que c'est catastrophique. J'ai appris que c'était une attaque au couteau, que l'individu avait été stoppé par des passants. Ce qui s'est passé dans la voiture, c'est encore très flou. Je pense qu'on n'aura jamais les réponses. Le meurtrier d'Alban ne répond pas aux questions. Qu'Alban, malheureusement, n'est plus là pour répondre et que ma fille, qui était présente dans la voiture, était trop petite pour exprimer ce qui s'est passé. Elle avait 20 mois. Une partie de l'agression a lieu dans le véhicule où Alban se trouve avec ma fille qui est dans le siège auto. Putain, en plus, d'accord. Ouais. Donc, il y a la petite qui était là, qui a assisté à ça, quoi. Donc, c'est absolument ignoble. À l'arrière. Il y a un deuxième temps d'agression qui a lieu devant la fenêtre de la porte. Puis le meurtrier va poursuivre Alban sur une vingtaine de mètres à peu près, le pousser dans un laurier et continuer à le poignarder. Il y a eu plus d'une dizaine de coups de couteau et ce qui va être fatal pour Alban, c'est un coup de couteau au niveau du cœur en fait. Donc Alban a été agressé le 10 mai et il est décédé le 26 mai en fin de journée. J'ai rencontré Alban en 2011, j'étais externe en imagerie médicale, il était interne en imagerie médicale. Il était radiologue militaire au service de santé des armées. Je pense que c'était une des personnes les plus gentilles que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était vraiment un papa très impliqué. Et c'est ce que j'ai dit à la chambre d'instruction. Le dernier message qu'il m'a écrit, il se termine par enfant. Et voilà, je trouve que c'est tout un symbole de sa vie et de l'homme qu'il était. 3 expertises psychiatriques ont établi que le discernement du meurtrier était aboli au moment des faits. Certains éléments du dossier sont néanmoins troublants. Pourquoi ? Moins d'une heure auparavant, en fait, le meurtrier d'Alban va se présenter devant l'école des Lilas, qui est en haut de la rue de Sévigné, à peu près 800 mètres, et il va entrer dans le véhicule sur le siège passager d'une enseignante de l'école. Exactement ce qu'il fait pour Alban. Un appel à la police va être passé par la directrice de l'école, avec finalement très peu de réactions. À ce moment-là, le meurtrier d'Alban se déplace, et donc il va se retrouver devant l'école Sévigné, où il va refaire la même chose, qu'il a
dit qu'il l'avait tué au nom de Dieu. Laissez-moi le finir, c'est le diable, je l'ai tué au nom de Dieu. On apprendra ensuite qu'effectivement, par contre, il est consommateur de cannabis et d'ailleurs, il est positif au cannabis au moment de l'agression. Il a été placé en unité malade difficile en août, début août 2022. Et très vite, en fait, la question de la psychiatrie, de l'aspect psychiatrique va se poser. Tout le reste devient moins important quand même, en fait. Il va savoir nous dire qu'il ne savait plus qui il était, qu'il n'était plus lui-même. Ah oui, bien sûr. Bah, bien sûr, toujours. Toujours, évidemment, l'excuse de la psychiatrie, histoire de pas assumer ce qu'on fait, hein. Parce que ces gens-là, en plus d'être des psychopathes, sont aussi des lâches qui n'assument pas leurs gestes. Donc évidemment, toujours l'excuse de la psychiatrie. Et la justice qui corrobore ça et qui l'envoie recevoir des soins en psychiatrie plutôt que de le mettre en prison ou mieux de l'éjecter de cette société en fait. S'est retrouvé devant la Timone, qu'il était perdu, qu'il ne savait plus où aller. Et puis quand on va lui poser des questions sur ce qui s'est passé dans la voiture, là, il ne sait plus. Vraiment, sa réponse est je ne sais pas, je ne sais pas, je n'étais pas moi-même. Il nous a répété ça de nombreuses fois. Par contre, voilà, il sait nous dire qu'il a entendu des voix. J'ai quand même la sensation d'une mémoire très sélective. Donc on se base quand même, en grande majorité, pour cette prise de décision sur ce que cette personne allègue. Voilà, donc on prend la décision en faisant confiance à ce que nous dit le meurtrier de l'affaire. Ouais, génial, génial, magnifique. Pendant l'instruction, on a reçu 3 expertises psychiatriques, effectivement toutes concluent à une abolition totale du discernement, ce qui conduit donc à une irresponsabilité pénale et donc à une non-condamnation à une peine de prison. À l'inverse, on a aussi un des psychiatres qui écrit « Je n'ai aucun argument ce jour pour une pathologie psychiatrique sévère ». Voilà, donc il y a aucun argument pour prouver qu'il est vraiment atteint d'une pathologie sévère, c'est juste sur ses dires à lui. Donc voilà, en gros, vous pragmatisez quelqu'un, vous avez juste à dire non, non, mais j'entends des voix, et du coup, pas de prison. Génial, super. Quand on lit tous les PV d'audition, on a quand même un policier qui s'étonne en fait de son comportement discordant entre les géoles et son comportement devant les médecins. Ça n'a pas été repris non plus dans la chambre de l'instruction. Il y a un expert psychologue qui l'a vu en expertise, qui nous dit qu'on est probablement sur une bouffée délirante aiguë, mais qu'il ne peut pas exclure une simulation visant à éviter une condamnation pénale. Mais bien sûr qu'il peut pas exclure une simulation, parce que c'est une simulation en fait. Putain, c'est incroyable, incroyable. Et ce mec-là, du coup, n'est pas condamné par la justice. Magnifique. Il est sorti du MD en juin 2024. On l'apprend par hasard en lisant le réquisitoire du procureur en janvier 2025. Je trouve que son hospitalisation en unité maladie difficile a quand même été très courte, c'est moins de 2 ans. Donc là, on a eu la décision d'irresponsabilité pénale. Donc ensuite, il passe en hospitalisation d'office, en fait, comme on appelait ça auparavant. Et cette mesure, elle finira par être levée. Il faudra 2 experts psychiatres pour valider sa sortie. Son suivi sera fait en ambulatoire en ville, dans son secteur. Les psychiatres, dans leurs expertises, parlent déjà de sa future réinsertion dans la société. Donc voilà, c'est génial. Donc ce mec-là, voilà, ce mec-là, si vous habitez Marseille ou pas loin, sachez que bientôt, vous allez pouvoir le recroiser dans la rue. Donc dans probablement quelque chose entre 6 mois et 2 ans, vous allez pouvoir le recroiser dans la rue. Et il pourra recommencer, du coup, ses méfaits. C'est magnifique. Donc il va être réinséré dans la société, hein, comme s'il était réinsérable, comme si ce genre de psychopathe monstrueux, dangereux pouvait être réinsérable en fait. Mais nous, on vit avec la mort de la personne qu'on aime dans des conditions quand même abominables. Les experts psychiatres vont quand même aller jusqu'à nous dire que le risque de récidive de l'individu, c'est vraiment impossible à prévoir. C'est comme un infarctus du myocarde. On n'est quand même pas dans le même enjeu pour la société et pour la sécurité de tous. Mais finalement, la question de la responsabilité des psychiatres qui vont le faire sortir, moi, on m'a quand même répondu, oui, mais si on fait ça, on n'aura plus aucun psychiatre qui voudra prendre en charge ses patients. Mais c'est pas ça la réponse, en fait. Voilà, donc les psychiatres qui vont laisser sortir ce taré, il y aura aucun problème avec eux en fait. C'est ok. Eux, ils sont ok. Ces gens-là, donc ils vont laisser ressortir un taré qui a déjà commis ce genre d'atrocité, qui va probablement recommencer.
Mais il n'y aura aucun problème pour eux, étant donné que sinon, bah, les pauvres, vous comprenez, et puis après, il n'y en a pas d'autres qui voudront venir travailler. Bah si, en fait, sauf que les prochains qui viendront travailler, ils réfléchiront à deux fois peut-être avant de relâcher des tarés comme ça dans la société. Qu'on peut entendre. Comment expliquer à ces enfants que le meurtrier de son papa euh, ne va pas en prison? Oh, pour les gamins, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que, putain, les gamins, quoi, moi, franchement, c'est horrible. En tant que parent, je trouve ça absolument inadmissible. C'est ignoble, quoi. Ignoble. Les gamins s'ils apprennent que, voilà, que le mec qui s'est occupé de leur père, il a pas de prison, mais quel sentiment de justice on donne à ces enfants, en fait? Quelle idée de la justice ça va leur donner, en fait? N'importe quoi. Quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit mais c'est pas juste en fait, c'est très grave ce qu'il a fait, il faut Ben qu'il ait oui. une grosse punition. Je leur ai dit qu'il était trop malade pour aller en prison et que donc il allait aller très longtemps à l'hôpital. Mes enfants sont eux aussi depuis le début ont très très peur en fait. Je pense que la Oui, donc si ça se trouve, un jour, les gamins, ils vont le croiser dans la rue, le mec, en fait, une fois qu'ils seront grands ou quoi, ou même sans qu'ils soient grands, hein, s'ils sont avec leur mère. Je sais pas si elle habite toujours à Marseille, j'espère pas pour elle, quoi. J'espère qu'elle a la possibilité d'aller ailleurs, parce que sachant que le mec va être un jour libéré, donc tout va bien, quoi. Et ils vont recroiser cet enfant dans la rue, et tout va bien, quoi. Tout va bien, normal. Bravo, génial. confiance en la justice est quand même altérée. Ah oui, Forcément, tu m'étonnes. à cause de notre affaire, je suis un peu plus l'actualité sur le plan judiciaire. Le meurtrier d'Alban, même condamné, il aurait quand même fait une peine de prison bien trop courte à mon goût. Bien sûr, dans tous les cas, il aurait eu un petit juge rouge là qui aurait fait quelque chose entre 6 mois de sursis et 2 ou 3 ans là, alors que c'est le genre de mec qui doit juste être complètement écarté de la société en fait. Mais non, bien sûr que non. Non. Je dis souvent que le meurtre, en fait, nous vole presque notre deuil parce que finalement, on est tellement traumatisé par l'agression en elle-même que la mort d'Alban arrive presque ensuite, en fait. Ce qui est encore plus dur, probablement, et pour mes enfants et pour moi, c'est ce qu'il a subi avant de mourir. On est aussi condamné, finalement, à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed El, âgé de tel âge, qui avait tué Alban Gervais en 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école Sévigné, et passe à l'acte de nouveau. Vous êtes engagé au sein de l'association Delphine Sandrine qui demande à modifier l'article du Code pénal qui porte sur l'irresponsabilité pénale et dénonce les lacunes du système judiciaire français. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la future remise en liberté du meurtrier de votre mari ? Effectivement, moi j'ai choisi de m'engager auprès de l'association Delphine Sandrine dans la mesure de ce que je peux faire parce que j'élève aussi seule 3 enfants qui ont perdu leur papa. Donc ça va faire partie effectivement d'un de mes combats futurs. Qu'est-ce qui va être mis en place en fait pour nous assurer que cette personne ne va plus être dangereuse pour la société? Bah, vu comme c'est parti, pas grand-chose, madame, malheureusement, hein. J'ai bien peur que, en fait, vu comment les choses partent en cacahuète au niveau de la justice, j'ai bien peur que pas grand-chose ne soit mis en place. Et ben, je connais pas cette association, mais c'est une très bonne initiative. Maintenant, à voir si ça va vraiment réussir à donner quelque chose, parce que faut pas se leurrer. Enfin, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit comment les choses se passent, faut pas vraiment se leurrer. Ils veulent pas améliorer les choses. Ils pourraient améliorer les choses au niveau de ce qui se passe dans la société. Ils pourraient sortir les individus dangereux de la société définitivement, que ce soit en les enfermant à vie, malheureusement, bon, ça coûterait du pognon aux Français, hein. Là, il n'y a pas d'argent magique. L'État, son argent, il vient de vous. Donc c'est vous qui payez quand on a un mec qui est enfermé, que ce soit à vie, enfin plus vraiment à vie, ça n'existe plus maintenant vraiment à vie. On en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo où il y a un personnage qui était condamné à perpétuité qui a été relaxé. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Mais donc soit donc en l'enfermant à vie, soit en le renvoyant là d'où il vient, quoi, parce que ces personnes-là n'ont rien à faire ici. Et malheureusement, voilà, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe, madame. On se rend compte que la réponse elle est très maigre. Et on le voit, on a Eh oui. des patients qui ont été déclarés responsables pénal, sur le plan pénal en 2017, qui vont récidiver moins de 5 ans plus tard.
Alors, tu as de 40 coups de couteau. Le tueur a plaidé la folie. C'est comme si la justice nous crachait à la figure. Mon frère devait rejoindre ses amis sur la commune. Ok, donc c'est une autre histoire. Désolé pour désolé pour l'arrêt sur image, madame, qui vous rend pas forcément justice non plus. Cette année, on a vu, on en a discuté. Moi, je voudrais qu'il y ait des outils communs. Ouais, croiseur de Soufiane O. Encore le même genre de profil, évidemment. Une formation vraiment claire, commune en fait pour les experts psychiatres. Et peut-être que ça passe aussi par des temps plus longs pour l'expertise psychiatrique en présentiel avec le patient, j'entends. La question de la temporalité aussi de l'expertise psychiatrique. Est-ce que c'est cohérent de faire une expertise psychiatrique 4 mois plus tard? Là, un expert psychiatre peut quand même empêcher, entre guillemets, une condamnation pénale sur quelque chose qu'il n'a pas constaté de ses yeux le jour des faits. La question effectivement de la prise en charge de ces patients, du suivi de ces patients. Il y a des pays qui proposent un suivi très proche en fait avec un travailleur social. Comment on fait effectivement pour pouvoir retrouver un patient qui ne viendrait pas prendre son traitement et sur quels critères vraiment fiables, reproductibles en fait, va libérer ces patients en ville. Un des points aussi qu'on... Bah, il faut pas les libérer en ville, en fait. Il faut juste pas libérer ces gens-là en ville. Le mec, il a déjà prouvé qu'il n'était pas apte à rester en société, en fait. soulève, c'est la mise en place d'un juge d'application des soins, comme il existe pour les juges d'application des peines, mais qui serait là justement pour veiller à la bonne tenue des soins de ces patients psychiatriques. Il y a des pays, par exemple, qui proposent des centres fermés, mais avec un gradient du plus fermé à moins fermé et à encore moins fermé. Et ça, c'est peut-être des modèles sur lesquels on pourrait se baser en France. Ça n'existe pas aujourd'hui. On est sur une vraie question de faits de société où les attaques à l'arme blanche sont bien trop nombreuses. Je ne peux pas entendre en fait qu'un fait divers en chasse un autre. C'est l'impact sur les victimes, sur les familles de victimes est tellement fort pour mes enfants et moi. On est quand même sur un effort permanent pour réussir à être un petit peu heureux quand même. Donc je ne peux pas... Mais j'imagine bien quand t'as vécu un drame comme ça que il y a quelque chose qui est un peu brisé à l'intérieur. Tu peux pas juste, tu vois, juste t'en remettre et que tout continue normalement, en fait. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui restera brisé. T'as perdu quelqu'un qui était un des piliers de ta vie. C'est impensable, c'est ignoble. entendre dire le président de la République qu'il y a un brainwashing sur les faits divers. Je ne peux pas entendre dire l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, on a des réactions à chaud finalement à chaque fait divers avec des mesures à chaud, certes, mais alors à quel moment on prend des décisions à froid, puisque ça fait qu'on est quand même malheureusement sur une succession de faits divers depuis des années, avec finalement des mesures qui sont quand même, je suis désolée, mais ridicules. Ben oui, tout à fait. Donc ils veulent pas que tu réagisses à chaud parce que soi-disant t'as pas les bonnes réactions à chaud et tout ça. Mais il y a jamais de réaction à froid en fait. Il y a jamais de réaction. Il y a juste aucune réaction de la part que ce soit du gouvernement, de la justice pénale, de quoi que ce soit en fait. Donc ils font juste que essayer de te dire non mais il faut calmer votre colère présente, réfléchir plus tard. Puis il se passe jamais rien en fait derrière. Donc non en fait, à un moment non. Madame Borne. Tu prends ta non-volonté de réaction à chaud, tu l'enroules autour de ton doigt et puis t'en fais bien ce que tu veux, hein, t'imagines bien la suite. Le Premier ministre François Bayrou qui nous dit qu'on va interdire la vente de couteaux aux mineurs. Alors interdire... Alors lui aussi, mais quelle fraude ce mec aussi, mais interdire la vente de couteaux aux mineurs, puisqu'ils n'ont pas de cuisine. Abruti. Disons-leur vite aussi l'accès aux cuisines dans ce cas-là, parce que voilà, interdisons-leur l'accès au Exactement. supermarché. Et donc à 18 ans et un jour, on pourra aller acheter un couteau et passer à l'acte. Il suffit justement de lire les journaux pour voir qu'il y a des agressions au couteau, il y en a partout. J'ai quand même Eh oui. essayé d'interpeller par courrier présidence de la République au ministère de l'Intérieur. Mais ils s'en foutent, madame. C'est ça le problème. Tu peux interpeller ce que tu veux par courrier. Ton courrier, ils l'ont même pas lu. C'est tout juste s'il y a un de leurs larbins qui l'a peut-être lu et qui l'a foutu à la poubelle derrière parce qu'ils en ont rien à carrer, en fait. C'est trop de balles, là. Ministère de la Justice. Emmanuel Macron est venu à l'hôpital Lavéran en juin 2023, je crois. Il a fait quoi? Il souhaitait me rencontrer. Ah, quand même. Un entretien assez long, hein, pour le coup, plus d'1 heure. J'ai eu l'impression qu'il était réceptif à ce que je disais, mais Oui, non, mais il fait semblant. Il fait semblant pour calmer la colère présente et puis pour pas qu'on réagisse par colère, pour pas qu'on soit excédé en fait et qu'on prenne des mesures radicales. Ils essayent de calmer la colère dans l'instant et puis ils font rien derrière. c'était plus de 2 ans maintenant et Eh on oui. voit bien qu'effectivement rien n'a Bien bougé, sûr que que rien rien ne n'a se passe. bougé. Eh oui, évidemment, évidemment. Évidemment. Évidemment que rien n'a bougé et que rien ne se passe. Évidemment. Est-ce qu'on a autre chose à préciser?
Donc le SSA a choisi d'honorer le MC Alban Gervaise par une cérémonie militaire émouvante et discrète à l'hôtel avant ses obsèques. Ok, donc ils avaient fait une petite cérémonie, ses collègues militaires avaient fait une petite cérémonie malgré tout. Pourquoi discrète ne mérite-t-il pas un hommage national? Bah non, c'est réservé aux petits anges partis trop tôt, les cérémonies nationales, les minutes de silence national, les trucs comme ça. Hein, rappelez-vous. Et voilà. Hommage à cet homme abandonné des politiques, condoléances à sa famille, ses amis, ses collègues et à tous les militaires, honte à nos gouvernements et aux médias qui n'ont pas relayé cet acte terroriste ni l'hommage rendu qu'il mérite. Mais tout à fait. Je sais pas pour vous, mais moi, cette affaire me disait absolument rien. Je l'ai vu popper là dans les tweets, mais cette affaire me disait absolument rien. Il me semble pas en avoir entendu parler au moment des faits, en fait. Un petit article peut-être par-ci par-là sur les petites choses, l'Union, voilà, des petits journaux et tout ça. Enfin, bref. Enfin bref, voilà. Un scandale, un pur scandale. Et ce mec, du coup, déclaré, euh, celui qui a commis les faits, est déclaré pénalement irresponsable. J'espère, madame, qu'il y aura quelque chose, il ne sera pas jugé, échappera à la prison et restera hospitalisé une durée inconnue sans aucune mesure d'éloignement de Marseille. Sans aucune mesure d'éloignement de Marseille. Donc voilà, il pourra à nouveau fréquenter la famille de sa victime de près ou de loin. Et ça, c'est tout aussi ignoble. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la dame pourra peut-être le recroiser si elle habite toujours là-bas. J'espère pas pour elle. J'espère pas pour elle et ses enfants, mais s'ils habitent toujours là-bas, donc ils pourront le recroiser, les enfants pourront le recroiser. Et c'est absolument ignoble. Bon, et voilà. Donc encore merci à la justice, merci aux psychiatres qui ont pris cette décision géniale, c'est magnifique, euh, qui n'auront rien évidemment, qui ne seront tenus responsables de rien. C'est bien malheureux. Bon, voilà pour cette affaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous voulez aider la chaîne, à laisser un petit pouce, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.